ceux qui boivent de l'alcool sont avantagés par rapport à ceux qui n'en boivent pas en termes de résistance du myocarde. On entend régulièrement l'éthanol est toxique dès la première goutte. C'est pas facile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas fait de cardiologie expérimentale. Je suis médecin, cardiologue, expert en nutrition et en épidémiologie, retraité du CNRS et je continue mon travail d'expertise. Deux personnes qui ont exactement le même mode de vie. Un qui consomme très légèrement du vin et quelqu'un qui n'en consomme pas du tout. Vous pourriez affirmer l'un des deux va être en meilleure santé que l'autre. On avait une explication, c'était on empêche les thromboses avec l'éthanol, mais on ne s'est pas arrêté là. Tous les effets négatifs que provoque l'alcool sur tous les autres organes. L'éthanol, ça a le même effet que l'aspirine. Et puis le deuxième mécanisme, qui va bien au-delà de l'effet antiplaquettaire, c'est le... Bon alors la grande question que tout le monde se pose maintenant, à partir de quelle dose ça deviendrait problématique et jusqu'à quand on pourrait se le permettre ? Avant de lancer l'épisode, j'ai un message à vous faire passer. La très grande majorité d'entre vous qui écoutez ce podcast faites déjà très attention à votre santé, à votre forme physique et consomment déjà des compléments alimentaires. Mais entre les produits de mauvaise qualité, les compositions douteuses, les mauvaises conservations et les scandales sanitaires, il devient de plus en plus difficile d'avoir confiance en une marque. Et si vous achetez des compléments au hasard sur internet et en grande surface, arrêtez de suite, vous êtes probablement en train de vous faire plus de mal que de bien. Et vous le savez, je recommande très peu de marques, ça se compte d'ailleurs sur les doigts de la main, et NutriPure fait partie de ces rares exceptions. C'est le sponsor de cet épisode, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. NutriPure, c'est la marque de compléments fondée par Christophe Cario, probablement l'homme qui incarne le plus les valeurs du podcast en termes de santé, de longévité, de performance. Et d'ailleurs, quand on voit son physique à 50 ans, ça laisse peu de place au doute. Je l'ai déjà reçu 2 fois ici sur le podcast et vous avez été des dizaines de milliers à adorer ses interventions. NutriPure repose sur 3 valeurs non négociables. 1. La qualité des matières premières qui sont pures, sans additifs, sans nanoparticules. 2. La transparence absolue avec des fiches produits qui sont ultra détaillées et sourcées pour vous donner un maximum d'informations sur la composition et les dosages et des prix accessibles malgré une exigence très élevée. Et c'est pourquoi, selon moi, ça fait d'eux l'une des meilleures marques sur le marché actuel. Leur gamme est extrêmement complète. Il y a bien sûr les incontournables oméga 3, multivitamines, magnésium, protéines, créatine, tous de qualité supérieure et bien dosés. Mais vous avez aussi des produits spécifiques et des packs qui sont bien pensés, comme le pack articulation qui contient du collagène, de l'arthropure, de la curcumine, le pack intestin et digestion avec notamment de la glutamine, des pré et probiotiques. Pour ceux qui ont besoin de booster leur concentration et leur performance cognitive sans utiliser de caféine, vous avez aussi le Nootropure qui est l'une de leurs spécialités. Et à titre personnel, je vous recommande aussi la dernière nouveauté, les barres collagène avec 12 grammes de protéines et 5 grammes de collagène par portion. C'est à tester à tout prix. Bref, il y en a pour tout le monde. Je vous laisse découvrir tout ça sur leur site web nutripure.fr. Le lien est dans la description. Si vous n'avez jamais commandé chez eux, vous avez droit à 10% de réduction sur votre première commande ainsi que 10% de remise supplémentaire créditée pour les commandes suivantes. Pour ça, il vous suffit d'entrer le code biomécanique en majuscule et sans accent lors de la création de votre compte. En passant commande chez NutriPure, vous choisissez des produits de qualité et vous soutenez également le podcast. Merci à eux pour leur confiance, merci à vous pour votre fidélité. Et maintenant, place à l'épisode. Docteur Michel Delorgeril, bienvenue à vous sur le podcast. Vous sortez un livre à la rentrée 2025, donc en fonction de quand les gens écouteront cet épisode, il sera sorti plus ou moins longtemps. Sur le vin, donc sur la vérité sur le vin et sur ses effets possiblement protecteurs ou pas pour le système cardiovasculaire et autres, on va y revenir, on aura l'occasion d'en discuter. Alors dans les années 1990, vous avez essayé de proposer une explication au French Paradox, donc qui est ce paradoxe qui montrerait que les Français seraient plus en santé cardiovasculaire que le reste de l'Europe alors qu'ils consomment régulièrement notamment de l'alcool et notamment du vin. Vous avez essayé d'apporter une hypothèse, une explication parmi vos recherches, et il semblerait que cette hypothèse ait été rejetée. Pour quelles raisons, selon vous, ça a été le cas ? L'historique, ça commence par la description d'un paradoxe selon les épidémiologistes anglo-saxons. Hein, c'est pas nous qui avons décrit le paradoxe français ou the French paradox. Ce sont les épidémiologistes anglo-saxons, essentiellement américains et britanniques, qui s'étonnaient que la mortalité cardiovasculaire en France soit notablement plus basse qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais d'autres pays d'Europe aussi, et bien que les Français
soit des fumeurs, plus que les Anglais et les Américains, mangent du beurre et des fromages, mangent plus de viande, etc., et soient autant diabétiques, etc. Donc, un facteur de risque de maladie cardiovasculaire équivalent, selon l'épidémiologie des maladies cardiovasculaires et des facteurs de risque, des causes donc, eh bien, paradoxalement, les Français semblaient protégés, mais c'était pas une protection anecdotique, hein, c'était 50% de moins de mortalité par crise cardiaque. Et comme c'était une époque où, aux États-Unis, il y avait une véritable épidémie de maladies cardiovasculaires catastrophique, hein, c'était 1 million de morts par an aux États-Unis. Alors, ils ont qualifié ça de paradoxe parce que ça ne rentrait pas dans les idées de l'époque. Alors paradoxe, ça veut pas dire que c'est bizarre. Ça veut dire simplement qu'il y a un problème qu'il faut essayer de résoudre. Il n'avait pas de solution et c'est nous qui avons apporté une théorie explicative en disant oui, il y a un paradoxe et une explication possible, c'est que les Français boivent du vin à la façon des Méditerranéens, c'est-à-dire en mangeant et de façon modérée pratiquement tous les jours. Voilà, c'était une explication possible. Alors, les idéologues, alors ça a été très très bien accepté cette idée par la communauté scientifique et médicale internationale et on est devenu célèbre, hein, rien qu'en ayant dit ça. Vous voyez, on avait une explication. Bon, c'est plus compliqué que ça, comme je l'explique dans le livre, mais là on fait simple. Hein. Bon, mais évidemment, ça allait à l'encontre des théories de l'époque concernant les causes des maladies cardiovasculaires. Et par exemple, c'était ça là, le point central. La principale cause en dehors du tabac, c'était le cholestérol. Bon, alors là, il y avait une contradiction évidente parce que le cholestérol des Français, c'était le même que celui des Américains et des Anglais. Et donc, en disant c'est pas le cholestérol qui protège parce qu'il est bas les Français, mais c'est autre chose. Et c'est probablement la consommation de vin. Vous voyez, ben ça allait percuter littéralement la théorie que le cholestérol bouche les artères, hein, pour faire simple. Et c'était évidemment inacceptable pour une partie de la communauté médicale et scientifique qui ne pensait les maladies cardiovasculaires qu'à travers le cholestérol. C'est encore comme ça aujourd'hui. Et pour cette raison, il est impératif de rejeter l'explication qu'on avait proposée. Alors, une des explications que vous aviez proposées, c'était que notamment la consommation de vin permettait d'avoir un effet protecteur cardiovasculaire parce que dans le vin, on y retrouverait des polyphénols, des sulfites, en tout cas des éléments qui permettaient notamment d'être antithrombotiques. C'est ça, donc que ça. Pour donner une explication du paradoxe français, il y a eu 2 étapes. Hein. Il a d'abord fallu valider la théorie qu'il y avait un paradoxe, c'est-à-dire que les Français avaient moins de maladies cardiovasculaires que les Britanniques et les Américains. Pour faire simple, hein, je fais simple, ça c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était quelle explication? Possiblement la consommation de boissons alcoolisées, et les Français, c'était essentiellement le vin. Mais quand on a publié notre fameux papier, je dis c'est fameux parce qu'il est cité des millions de fois dans la littérature médicale et scientifique, dans le Lancet en 1992, on ne parle absolument pas des polyphénols. À l'époque, personne ne s'intéresse aux polyphénols qui sont dans le vin et dans d'autres aliments. Hein. On est axé sur l'effet de l'éthanol. C'est pour nous, à l'époque, mais oui, on est dans l'hypothèse, on est dans la théorie à l'époque, ça a pris une ampleur exceptionnelle, mais nous, on est dans l'huilité et simplement une théorie possible, explicative. Et donc, c'était pas les polyphénols l'explication, c'était l'éthanol. Et comme argument, c'était que l'éthanol diminue la réactivité plaquettaire
Alors les plaquettes sont des petites substances, des petites corpuscules dans le sang qui favorisent les caillots, qui favorisent les thromboses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on donne systématiquement aux patients cardiaques de l'aspirine à toute petite dose parce que c'est un antiplaquettaire. Nous, on arrivait simplement en disant, regardez, l'éthanol, ça a le même effet que l'aspirine. C'est un antiplaquettaire. Et personne ne conteste cette explication biologique. Vous voyez, dans les sciences médicales, c'est bien d'avoir des données épidémiologiques, mais c'est bien aussi d'avoir une explication biologique. Et il faut que cette explication soit plausible. Et c'est pour ça que notre explication, notre théorie, elle a eu un tel succès. C'est parce que non seulement on expliquait le paradoxe français, mais on proposait, outre la consommation de vin, on proposait une hypothèse biologique qui aujourd'hui est incontestable. Les polyphénols vont venir bien après. Ok. Ça, c'était il y a plus de 30 ans. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de la compréhension, justement? Est-ce que c'est justement la découverte de ces polyphénols? Qu'est-ce qui fait que 30 ans après, vous avez décidé d'écrire un livre dessus et de faire un petit peu table rase sur tout ce qu'on savait sur le vin? Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une explication, c'était on empêche les thromboses avec l'éthanol, mais on ne s'est pas arrêté là. Et comme je le raconte dans le livre, on est allé plus loin dans la recherche d'explications. Au départ, le paradoxe français, c'est pas notre problème puisqu'on est des épidémiologistes, nutritionnistes. On travaille sur la diète méditerranéenne, vous voyez. Pour nous, c'est vraiment parce que on est venu nous chercher qu'on a proposé une explication sur le paradoxe français. Mais une fois que cette première explication a été proposée, nous, on a continué à travailler. On est des scientifiques, c'est-à-dire c'est notre vie. On passe notre temps à gratter, si je puis dire. Et on est allé plus loin. Et alors je résume, mais sur la base des notions qu'on avait concernant la façon dont on meurt d'un infarctus du myocarde, on a pensé, et ça c'était vraiment mon hypothèse, j'ai pensé que la consommation d'éthanol entraînait une protection du myocarde lui-même. Vous voyez, parce que quand on fait un infarctus, il y a une obstruction de l'artère coronaire par un caillot, par un thrombus, disent les médecins. Oui, mais la conséquence, c'est qu'il y a un manque d'oxygène dans une partie du cœur. Le cœur, c'est un muscle qu'on appelle le myocarde. Et la catastrophe, c'est ça, en fait, un infarctus du myocarde. Il y a une obstruction de l'artère coronaire, mais ensuite la conséquence, c'est l'infarctus du myocarde. Et l'infarctus du myocarde, c'est une nécrose du tissu par manque d'oxygène. Si le sang n'arrive plus dans cette zone-là, alors le tissu se nécrose, meurt par manque d'oxygène. Voilà. Et donc une des hypothèses que j'ai proposées pour aller plus loin que simplement éthanol et plaquettes, c'est que la consommation d'éthanol, on est encore complètement dans l'éthanol et pas dans les polyphénols, la consommation d'éthanol entraînait une modification du myocarde qui fait que ce myocarde privé d'oxygène résistait mieux à la nécrose, résistait mieux à la destruction des cellules. Et je l'explique dans le livre, c'est ce qu'on appelle un préconditionnement du myocarde. Autrement dit, vous avez une obstruction de l'artère, mais certains d'entre nous ont un myocarde qui résiste au manque d'oxygène, qui résiste, disons, plus longtemps au manque d'oxygène, tandis que d'autres parmi nous ont un myocarde qui est peu résistant au manque d'oxygène. Alors, ça se compte, ça s'appelle un préconditionnement, et ça se compte en minutes, vous voyez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand quelqu'un commence une crise cardiaque, il y a une urgence absolue, et ça se compte en minutes. Les SAMU, les pompiers, quand ils vont chercher quelqu'un, il y a un chronomètre qui est mis, parce qu'il faut le plus vite possible aller ouvrir cette coronaire occluse, parce qu'on sait que la destruction du myocarde, privé d'oxygène, s'accentue avec le temps. Eh bien, certains d'entre nous ont un délai plus long avant que leur
cellule soit détruite par le manque d'oxygène. C'est ce qu'on appelle un préconditionnement. Eh bien, il se trouve que l'éthanol, la consommation modérée d'éthanol, entraîne un préconditionnement de notre myocarde. Ceux qui boivent de l'alcool sont avantagés par rapport à ceux qui n'en boivent pas en termes de résistance du myocarde. Vous voyez, c'était un concept fondamental et la plupart des gens qui aujourd'hui viennent nous dire ça n'existe pas, le paradoxe français, c'est des histoires, blablabla. Oui, ils ne comprennent même pas ce qu'est le préconditionnement du myocarde. Et c'est une explication majeure. Alors, je vous le dis en deux mots. Évidemment, cette théorie, cette explication additionnelle ne peut pas se tester sur des humains. Je ne peux pas aller faire une expérience chez un humain, lui fermer la coronaire et regarder si il y a eu de la boisson alcoolisée avant, le patient résiste mieux. Donc on a monté des protocoles expérimentaux extrêmement élégants, qu'on a empruntés à d'autres équipes américaines, anglaises, etc. Et c'est des travaux qu'on a fait sur le rat. Et on a montré qu'un rat qui avait été nourri avec un petit peu d'alcool dans les semaines qui précédaient le moment où il avait un infarctus, où on lui faisait un infarctus, sous anesthésie générale, bien sûr, l'animal ne souffre pas du tout. Mais dans ce cas-là, le rat, eh bien, il faisait un plus petit infarctus par rapport au rat qui n'avait pas été nourri avec un peu d'alcool. J'essaye de l'expliquer dans le livre, mais évidemment, vous voyez, c'est pas facile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas fait de cardiologie expérimentale. Vous voyez, on est là au cœur de la médecine expérimentale. Alors, bon, la grande question maintenant, c'est de savoir, est-ce que la consommation d'alcool et d'éthanol est bonne pour la santé, ou est-ce que finalement, cet avantage au niveau cardiaque qu'il peut y avoir de l'éthanol, il est largement compensé négativement par tous les effets négatifs que provoque l'alcool sur tous les autres organes? Alors non. Alors, soyons clairs, soyons très très clairs sur ce point. L'alcool, en fait, c'est l'éthanol. Il y a différents types d'alcool, mais dans nos boissons alcoolisées, que ce soit le whisky, la bière ou le vin, c'est essentiellement de l'éthanol. Alors, l'éthanol est un toxique. Vous voyez, on s'en sert comme antiseptique. Si vous vous blessez, on va utiliser l'alcool pour nettoyer votre plaie. Ça veut dire que cette substance tue les bactéries et les virus. Vous voyez, et si une substance tue, comme l'eau de Javel, je sais pas, vous voyez, c'est très toxique pour la matière vivante. C'est indiscutable, vous voyez, personne ne peut dire le contraire. C'est un antiseptique, donc c'est toxique. Alors, tout dépend, comme pour tous les toxiques, de la dose. Ça, c'est connu depuis l'Antiquité. Un poison n'est un poison qu'en fonction de la dose. C'est vrai pour pratiquement tous les médicaments. Vous voyez, même des plantes, la digitaline, etc. Et même le cyanure. Oui, le cyanure, c'est un poison, oui, mais pourtant, l'arsenic, c'est utilisé par les homéopathes. Vous voyez, ou par d'autres médecines, vous voyez, mais à toute petite dose. Donc, la toxicité d'une substance comme l'alcool dépend complètement de la dose. Alors, donc, vous voyez immédiatement que si vous êtes un gros consommateur, vous vous empoisonnez. Mais si vous êtes un consommateur faible ou modéré, jusqu'à modéré, alors cette toxicité se transforme en quelque chose comme un médicament protecteur. Alors, c'est pas un médicament, bien sûr, quoique dans la médecine traditionnelle, on ait souvent utilisé l'alcool comme médicament. Autrefois, les médecins, presque au moment d'une crise cardiaque, au XIXe siècle, le médecin prescrivait un verre de whisky ou un verre de Porto, vous voyez, pour arrêter la crise cardiaque. Et ça marchait très bien parce que une petite dose d'alcool fort, ça provoque une dilatation des artères coronaires et ça peut sauver le patient. Donc tout dépend de la dose.
Avant de continuer l'épisode, j'ai quelque chose d'exclusif à vous proposer. Si vous aimez le podcast biomécanique, alors vous allez adorer la lettre biomécanique. C'est un petit peu la version cachée du podcast, réservée à mes abonnés. Chaque début de mois, j'y partage mes meilleures découvertes pour optimiser votre santé, améliorer vos entraînements et augmenter votre longévité. Vous trouverez aussi des réflexions personnelles sur des sujets controversés et des anecdotes inédites sur le podcast que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Je dévoile aussi mes recommandations personnelles en termes de livres, de films, de documentaires que je considère qu'il ne faut pas manquer. C'est gratuit, ça se lit en quelques minutes et si ça vous plaît pas, vous pouvez vous désinscrire en un seul clic. Alors pourquoi pas essayer? Mais attention, chaque newsletter n'est envoyée qu'une seule fois et si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous avez déjà manqué toutes les précédentes. Donc pour ne pas louper la prochaine, faites dérouler la description, cliquez sur le dernier lien qui s'affiche et rejoignez de suite la lettre biomécanique. Il me semble avoir vu une étude, ou en tout cas on m'en a fait remonter les résultats, qui était que au-delà de 25 millilitres d'alcool par mois, ce qui correspondait grosso modo à un dé à coudre par mois d'alcool pur, au-delà de cette dose, ça devenait problématique. Vous allez me dire si c'est le cas ou pas, parce que un verre d'alcool, ne serait-ce que par semaine, ça dépasse largement ce quota. Et également, il semblerait même que l'étude que je viens de sortir est même fausse, puisqu'on entend régulièrement par des scientifiques que l'éthanol est toxique dès la première goutte, même pas 25 minutes, mettre au premier millilitre. Oui, au premier gramme, on raisonne en grammes d'alcool. Oui, voilà. Alors ça, vous voyez, là, on plonge littéralement dans l'absurde. Évidemment que l'éthanol, que ce soit un toxique à forte dose, est indiscutable. Mais prétendre sur des bases scientifiques légères, on va dire ça comme ça, que au premier gramme d'alcool ou à la première goutte, il y ait déjà une toxicité, vous voyez, c'est stupide. Excusez-moi de dire ça, c'est stupide. Et ça, là, ça vient d'idéologues. Vous voyez, si vous faites un graphique avec une abscisse et une ordonnée, et puis que pour des fortes doses d'alcool, vous montrez en ordonnée une toxicité quelconque, puis qu'ensuite vous tirez un trait jusqu'au zéro. Alors, oui, c'est une analyse linéaire, vous mettez une droite, vous n'avez pas le droit de faire ça évidemment en sciences, vous allez dire, oui, vous voyez, dès qu'on est au-delà du zéro, regardez la droite, c'est toxique. C'est absurde. Vous voyez ça, dès que vous êtes face à des interlocuteurs comme ça, moi je ferme portes et fenêtres, c'est pas la peine de discuter. Vous voyez, c'est des gens qui connaissent pas leur sujet et qui veulent absolument vous faire passer un message concernant les méfaits de l'éthanol, quelle que soit la dose. Évidemment, il y a en face un tel corpus médical et scientifique qui va à l'encontre de ce genre de théorie que ceux qui défendent la théorie du premier gramme toxique, on peut même pas parler, on peut même pas échanger, là, c'est impossible. Oui, mais alors justement, moi je trouve ça intéressant. Si à faible dose ça pourrait être protecteur, finalement, on reste sur l'éthanol, uniquement l'éthanol pour le moment. Par quel moyen, hors le fait de préconditionnement cardiaque et hors le fait de fluidifier peut-être un peu le sang, quels sont les autres facteurs, les autres caractéristiques qui expliquent que l'éthanol est protecteur pour le corps? Alors non, l'éthanol n'est pas protecteur pour le corps. Je vous ai donné 2 exemples de mécanismes antiplaquettaires. C'est le principal médicament en cardiologie. Le médicament antiplaquettaire, il n'y a pas que l'aspirine, il y a aussi le Plavix, le Brilique, etc. Peu importe. Donc, mais c'est vraiment ce type de médicament antiplaquettaire qui aujourd'hui est numéro 1 pour la protection des cardiaques. Bon, l'éthanol fait la même chose. Ok. Et puis le deuxième mécanisme, qui va bien au-delà de l'effet antiplaquettaire, c'est le préconditionnement du myocarde. Voilà. Ça, c'est les deux effets protecteurs. Et ça concerne les maladies cardiovasculaires. Alors après,
Évidemment, comme il y a d'autres maladies qui dépendent des plaquettes, par exemple l'accident vasculaire cérébral, par exemple les artériopathies des membres inférieurs, etc., évidemment, là aussi, l'éthanol est protecteur. Oui, mais c'est important, hein, parce que si vous alignez les infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux, mis ensemble, c'est la première cause de mortalité dans tous les pays occidentaux. Donc, si vous avez un effet significatif sur ces deux maladies, vous avez un effet significatif sur l'espérance de vie des populations. Alors, c'est en ce sens qu'on peut dire que ça a un effet protecteur général. Mais en fait, je ne peux pas affirmer que l'éthanol, par exemple, protège des cancers ou protège de l'Alzheimer ou protège du... Non, ça, je n'irai pas jusque-là. Inversement, certains investigateurs, entre guillemets, parce que vraiment ce ne sont pas des gens très sérieux, prétendent que même à petite dose, même à très faible dose, l'éthanol favorise les cancers, favorise l'Alzheimer, favorise le déclin cognitif, etc. Ça c'est pas valable. Vous voyez, entre être protecteur et ne pas être délétère, c'est deux idées différentes. Mais là, on peut revenir au polyphénol, parce que là, vous avez des substances qui, dans le vin, et alors là, on sort de la question de l'éthanol, dans le vin, il y a des substances qu'on appelle les polyphénols qui ont possiblement des propriétés biologiques intéressantes. Alors oui, tout à fait. Mais justement, sur ces polyphénols qui sont dans le vin essentiellement, là, il ne s'agit plus de spiritueux, il s'agit plus de la bière, il s'agit spécifiquement du vin. On est d'accord? Oui, mais ces polyphénols, ils sont dans la nature. Hein. Toutes les plantes, tous les végétaux que nous consommons, presque tous, on va dire, hein, contiennent des polyphénols variés. Et c'est une question très compliquée. Vous voyez, quand vous mangez une orange, quand vous mangez une pomme, quand vous mangez des noix, quand vous mangez des céréales, quand vous mangez une aubergine, quand des tomates, alors il y a des polyphénols. Vous voyez, alors il y en a aussi beaucoup dans le raisin. Et un des avantages du vin, évidemment, c'est que vous retrouvez les polyphénols du raisin. Mais ces polyphénols du raisin, ils sont aussi dans d'autres aliments. Je ne sais pas, par exemple, la couleur rouge du vin, vous voyez, c'est dû aux polyphénols. Et ben, c'est ce type de polyphénols qu'on appelle des anthocyanines. Vous les retrouvez dans des fruits, dans des légumes qui sont rouges. Eh bien justement, par rapport à ça, j'ai effectué mes petites recherches. J'ai vu notamment que ça soit dans les fruits rouges, les myrtilles notamment, même le café ou le chocolat, il y avait plus de polyphénol qu'on pouvait retrouver dans un verre de vin. Si les polyphénols sont essentiellement pas la cause, mais l'explication qui fait que ça peut garder en bonne santé le système cardiovasculaire, pourquoi ne pas simplement consommer des polyphénols autres que dans le vin? Certains peuvent le faire, hein, moi j'ai rien contre. Mais attention, quand vous dites qu'il y a plus de polyphénol dans le café que dans le vin, bah, tout dépend le type de vin, tout dépend comment vous consommez votre café. Vous voyez, c'est une question de concentration de polyphénol par unité de volume. Non, c'est beaucoup plus simple d'avoir des polyphénols avec du vin qu'avec du chocolat. Parce qu'avec le chocolat, vous voyez, c'est intéressant hein, votre question, parce que ce sont deux aliments tout à fait différents. Avec les polyphénols du vin, vous avez aussi l'éthanol. Vous avez donc deux types de substances extraordinairement protectrices, parce que les polyphénols aussi peuvent avoir un effet préconditionnant. Les polyphénols, certains polyphénols, notamment les anthocyanines, c'est nous qui avons fait ces études, montrent que le cœur qui a été imbibé, si je puis dire, de polyphénols, notamment ceux qui sont aussi présents dans le vin, on n'a pas testé le vin, mais était préconditionnant, c'est-à-dire le myocarde des animaux nourris avec des anthocyanines, eh bien, était plus résistant aux effets du manque d'oxygène lors d'un infarctus du myocarde. Avec le chocolat, c'est différent, ce ne sont pas les mêmes
polyphénols. Je n'ai pas testé, moi, les polyphénols du chocolat. Mais oui, mais avec le chocolat, malheureusement, vous avez aussi des matières grasses. Vous avez aussi éventuellement des produits laitiers, hein, c'est le fameux chocolat suisse. Et puis vous avez éventuellement du sucre. Vous voyez, donc tout dépend quel est le type de chocolat, tout dépend quel est le type, la quantité de chocolat que vous allez manger. C'est pour ça que c'est une notion très très importante là, sur laquelle je vais m'arrêter une seconde. Hein, c'est que il y a le vin, la façon dont on consomme le vin, mais il y a aussi le buveur. C'est un point absolument fondamental quand on fait des analyses épidémiologiques. C'est que la boisson utilisée est importante, mais aussi le buveur, c'est-à-dire la façon dont on boit et aussi la façon dont on vit. Enfin, vous voyez, un Méditerranéen, c'est pas quelqu'un qui vit en Sibérie. Vous pouvez avoir la même quantité d'éthanol consommée par jour, mais sous forme de vodka en Sibérie et sous forme de vin en Sicile ou en Grèce. Mais en fait, c'est la même quantité d'éthanol, oui, mais c'est pas le même consommateur, c'est pas les mêmes personnes. Et en plus, c'est pas le même climat, c'est pas le même mode de vie, c'est pas les mêmes habitudes alimentaires générales. Vous voyez, donc quand on analyse, et c'est un point très très important, quand on analyse une pathologie en fonction de la consommation d'éthanol, il ne faut pas s'arrêter simplement à une évaluation de l'éthanol en grammes par jour, en éthanol pur. Vous voyez, il faut savoir d'où il vient cet éthanol et qui est le consommateur et comment il consomme cet éthanol. Et justement, est-ce que ça, c'est pas un biais? Justement, est-ce que le résultat, comme vous le dites, il ne dépend pas uniquement de la molécule, il dépend de plein de facteurs. Donc, comment savoir, comment isoler l'éthanol précisément sur sur les dosages protecteurs, délétères, et pouvoir faire des études qui ciblent uniquement cette molécule? Alors, ça a été fait, bien sûr. Hein, voilà, vous avez des dizaines et des dizaines d'études où on a regardé des populations avec des dizaines de milliers de personnes recrutées dans ces études. Et on les interroge plusieurs fois pendant un suivi qui peut atteindre 20-25 ans. On sait exactement qu'est-ce qu'ils consomment. Alors, exactement, oui, c'est de l'épidémiologie, hein, c'est des questionnaires ou des interviews, et alors on sait à peu près combien de grammes d'éthanol ils consomment par jour ou par semaine, peu importe. Et puis, on sait aussi quelle est la boisson alcoolisée qui a apporté cet éthanol. Alors, il y a 3 grandes catégories, les spiritueux, les bières et les vins. Alors, ce qui a été le plus étudié, ce sont les vins, et malheureusement, ce sont essentiellement des études conduites dans les pays occidentaux. Et je peux pas vous dire ce que fait le vin dans une population chinoise. Ils boivent pas de vin, ou très peu. Et donc, notre vision de la relation entre le vin ou l'éthanol pur et les maladies cardiovasculaires, par exemple, parce que c'est ça qui est le plus spectaculaire, c'est limité à certaines populations. Vous voyez, c'est pas universel. Peut-être que ça l'est, je ne le sais pas, mais malheureusement, je n'ai pas d'études. Vous voyez, si un Africain à Abidjan se met à consommer du Bordeaux, je sais pas, qu'est-ce que ça va faire? J'en sais rien parce que j'ai pas d'études. Vous voyez, donc nous savons quel est l'apport du vin par rapport aux autres boissons alcoolisées dans la protection contre les maladies cardiovasculaires. Alors après, chez chaque individu particulier, oui, ce sont des moyennes, hein, ce sont des études où on étudie des populations très vastes, mais à la fin, on a une moyenne. Et chez un individu particulier, là, on peut rien dire. On peut dire qu'en général, voilà, oui, un consommateur modéré de vin, il a un risque d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral notablement diminué par rapport à un abstinent ou même par rapport à des consommateurs d'autres boissons alcoolisées. Alors, je vais vous poser une question, genre de question que j'aime bien, qui est peut-être pas facile à répondre d'un point de vue scientifique, mais peut-être que votre opinion, vous allez pouvoir vous servir de votre opinion pour me répondre. Si je prends 2 personnes,
Deux personnes qui ont exactement le même mode de vie, qui vivent en France, qui font le régime méditerranéen, simplement. Une personne boit un verre de vin par jour et l'autre ne boit pas du tout d'alcool. Est-ce que par rapport à ce que vous me dites jusqu'à présent, la personne qui boit un verre de vin par jour aura une meilleure santé cardiovasculaire mais également générale par rapport à la personne qui ne boit pas du tout? Alors, dans nos populations, il y a des abstinents. Il y a plusieurs types d'abstinents. C'est un point essentiel dans les analyses épidémiologiques, parce que parmi les abstinents, vous avez, par exemple, des gens qui ont été malades. Et s'ils ne boivent pas, c'est parce qu'ils ont été malades. Et eux, leur pronostic est évidemment moins bon que quelqu'un qui n'a pas été malade. Bon. Parmi les abstinents aussi, il y a des gens qui sont abstinents parce qu'ils ne supportent pas l'alcool, parce qu'ils ont une génétique. Hein. L'alcool est métabolisé dans notre corps avec différents systèmes, mais peu importe. Certains d'entre nous ont un système du métabolisme de l'éthanol qui marche pas bien. Alors il y en a beaucoup en Asie, par exemple, et beaucoup moins en Europe. Bon, ça tombait bien puisque c'est en Europe qu'on a développé la vigne, le vin, etc. Donc ça tombait bien, si je puis dire. Alors qu'en Asie, la proportion, notamment au Japon, par exemple, la proportion de gens qui ne supportent pas l'alcool parce qu'ils ne le métabolisent pas bien, en deux mots, je l'ai vécu dans des meetings scientifiques. J'étais à des tables au moment des arrêts où on se repose avec des Japonais. Après un ou deux verres de vin, nous on était tout juste, hein, même pas gais, vous voyez, juste éveillés en mangeant, et nos amis japonais étaient déjà endormis, et non pas sous, mais vous voyez, donc c'est très très variable d'une personne à l'autre, ce qui fait que vous ne pouvez pas comparer, même avec des habitudes alimentaires semblables, un abstinent avec un buveur, si je puis dire. Donc, il faut tenir, en plus, parmi les buveurs, si vous voulez, un verre, vous voyez, un verre par jour, c'est presque rien, vous voyez, et vous ne pouvez pas être sûr que c'est ce verre-là qui va protéger par rapport à l'abstinent. Il faut qu'on fasse des grandes études pour savoir si, en moyenne, la consommation d'un verre protège. Mais vous voyez qu'il faut déjà éliminer dans nos études tous ceux qui sont abstinents, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils ne tolèrent pas l'alcool. Et c'est là que avoir des explications biologiques devient fondamental. Mais de façon générale, on prend des précautions dans nos études épidémiologiques pour éliminer ces personnes qui sont inadéquates pour comparer avec un buveur faible à modéré. Et dans ce cas-là, on a toujours moins d'infarctus chez ceux qui boivent un peu ou modérément par rapport à ceux qui ne boivent pas du tout. Mais ça veut dire que ce sont des questions compliquées, et évidemment, avec une discussion comme ça, sans montrer des graphiques, sans discuter les méthodologies utilisées dans les études, mais ça, c'est quelque chose qui ne se discute plus parmi les experts. Mais en fait, parce que ce que j'ai envie de savoir, c'est d'un point de vue justement physiologique et biologique, est-ce que à toute petite dose, on a montré vraiment sur deux personnes qui auraient le même mode de vie? On est sur quelque chose d'extrêmement théorique. On sort peut-être des études pratiques qui ont été faites pour être dans la pure théorie. Deux personnes qui ont exactement le même mode de vie, le même temps de sommeil, le même entraînement sportif, la même alimentation. La seule chose qui change, c'est qu'il y en a un qui consomme très légèrement du vin, donc de l'éthanol et avec des polyphénols, enfin du vin quoi, et quelqu'un qui n'en consomme pas du tout. Est-ce que sur ce modèle purement théorique, vous pourriez affirmer que par rapport à ce qu'on sait d'un point de vue scientifique, l'un des deux va être en meilleure santé que l'autre? Alors, en meilleure santé, c'est trop général, mais le risque d'avoir un accident cardiovasculaire va être diminué chez celui qui consomme un peu de vin. Oui, ça, je pense que c'est bien démontré.
Et c'est pas de la théorie, Ok. ça, hein. Si bien sûr en science il y a que des théories explicatives, hein, mais c'est bien démontré. C'est du solide. D'accord, donc imputable à deux choses essentiellement, si j'ai bien compris, donc la présence de polyphénol et la présence légère d'éthanol. Oui. Alors, au niveau des polyphénols, admettons que les deux personnes consomment des myrtilles tous les jours ou du chocolat tous les jours, peu importe, bref, qu'elles ont des taux de consommation de polyphénol très importantes. La personne qui consomme un verre de vin en plus a comparativement un petit pourcentage en plus, et disons qu'il ne ferait pas réellement de différence. Ça veut dire que dans une situation comme ça, l'éthanol ferait la différence. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme je vous ai expliqué, on a au moins deux explications, deux mécanismes biologiques qui font que l'éthanol est protecteur. Et est-ce qu'on est sûr que sur les autres organes, justement, que ce soit le foie, que ce soit l'intestin, le cerveau, enfin tout ce qui, les reins, il ne va pas y avoir de dégradation, de destruction, d'effets négatifs qui vont compenser les effets protecteurs cardiovasculaires. Alors, ça c'est quelque chose qui est discuté dans le livre aussi et qui revient sur l'enseignement académique de manière assez systématique. Oui, je vous l'ai dit, l'éthanol est un toxique et à partir d'une certaine dose, ça dépend des personnes évidemment, à partir d'une certaine dose, c'est toxique. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que une consommation modérée d'éthanol ou de vin, le vin plus spécialement, est responsable des cirrhoses alcooliques? La réponse est non. Voilà, il y a des études, des grandes études bien faites pour faire une cirrhose du foie, hein, il faut des quantités très très importantes d'éthanol et pendant une durée très longue pour vraiment empoisonner le foie. Donc ça existe, bien sûr, hein, il y a des gens qui sont addicts et qui commencent à boire le matin en se levant, ça existe, bien sûr, mais si vous voulez, c'est rare, et c'est vrai aussi que on a de moins en moins de cirrhose attribuable. Alors, cirrhose du foie, c'est une maladie grave, hein, on en meurt, hein, et on en meurt jeune. Donc, on en a de moins en moins. En plus, maintenant, on fait la différence entre les cirrhoses dues à l'alcool et les cirrhoses dues au virus de l'hépatite. Concernant le cerveau, là aussi, on a des syndromes qui ont été, alors, Korsakoff, Gaillet-Wernicke, etc., qui ont été décrits. Mais là, à nouveau, on est avec des consommations d'alcool très très importantes et sur des très longues durées. Mais si on regarde des consommations modérées, c'est plutôt le contraire que l'on voit, c'est-à-dire le consommateur de vin, en particulier, c'est ça qui a été le mieux étudié, le vin, il a moins de risques de faire un Alzheimer et moins de risques d'avoir un déclin cognitif lié à l'âge. Alors moi, je suis prudent sur ces questions, contrairement à d'autres investigateurs, parce que il est difficile de savoir si c'est le mode de vie du buveur de vin qui le protège du déclin cognitif lié à l'âge, ou si c'est spécifiquement le vin et spécifiquement l'éthanol ou les polyphénols. C'est un peu difficile. Certains le prétendent. Moi, je m'avancerai pas. C'est-à-dire, si je suis face à une famille où il y a des Alzheimer de génération en génération et jeunes, je vais pas leur dire buvez du vin comme ça vous aurez moins de risques de faire un Alzheimer. Je le dirai pas. Est-ce que vous savez si on a réussi à mettre en évidence des effets hormétiques de renforcement, que ça soit au niveau vasculaire ou au niveau du corps en général, le fait d'être en contact avec une petite dose d'éthanol provoquerait un stress qu'on appellerait un stress hormétique qui renforcerait, je sais pas, les parois vasculaires, la capacité du foie à métaboliser, un petit peu comme une activité sportive permettrait de renforcer un muscle ou de renforcer une endurance. Alors, pour ce qui concerne le myocarde, le cœur, donc, oui, des quantités faibles à modérées d'éthanol entraînent un renforcement du myocarde, c'est ce que j'appelle le préconditionnement, c'est-à-dire résiste mieux ensuite à des traumatismes dus par exemple au manque d'oxygène. Alors, sur les muscles périphériques, les muscles squelettiques, comme on dit, je n'ai pas souvenir d'études
Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, mais sur lequel je vais insister une seconde. Hein. Vous ne pouvez pas faire chez les humains des études examinant l'effet de l'éthanol au long cours sur telle ou telle pathologie. Et c'est une étude où je prends des patients, je les tire au sort, toi tu bois pas, ou tu prends un placebo, et au bout de 6 mois, 1 an, 10 ans, est-ce qu'il y a une différence entre les deux groupes? C'est-à-dire un essai clinique. En médecine, c'est très important parce que c'est la seule manière de démontrer un effet de causalité. Vous voyez, d'un côté un placebo, de l'autre côté un médicament ou de l'éthanol. Si au bout de 6 mois, 1 an, 10 ans, il y a une différence entre les deux groupes, comme il y a eu tirage au sort, j'attribue l'effet bénéfique ou l'effet délétère à l'éthanol par rapport au placebo. Là, c'est une relation de causalité. Ça, c'est impossible à faire chez les humains parce que il y a un effet neurologique ou psychologique de l'alcool qui est non négligeable. Vous voyez, et quand je pourrais pas prendre une population et tirer au sort et dire à des gens, ben vous buvez un verre, 2 verres par jour, et puis on verra dans 6 mois qu'est-ce qui s'est passé. Ça, vous pouvez pas le faire parce que vous êtes jamais sûr que cette personne va boire 1 ou 2 verres seulement, et vous êtes jamais sûr qu'il va pas le boire juste au moment où il va prendre sa voiture ou sa tronçonneuse et avoir un accident. Dans ce cas-là, l'investigateur serait responsable. Donc, en principe, les comités d'éthique interdisent tout essai clinique testant l'éthanol. D'où l'importance de faire des études sur l'animal ou bien de faire des études épidémiologiques d'observation. Je pense que c'est un des éléments qui alimente, on va dire, la discussion entre les anti-alcooliques et puis ceux qui disent attendez, regardons les faits, regardons la réalité des faits avant de condamner. Bon, alors la grande question que tout le monde se pose maintenant, puisque trop d'éthanol, trop d'alcool est extrêmement délétère et toxique et que un tout petit peu serait bénéfique, quelle est cette fameuse dose ? À partir de quelle dose ça deviendrait problématique et jusqu'à quand on pourrait se le permettre? C'est pas un tout petit peu. Alors ça, je l'explique dans le livre, je montre des courbes, etc. Alors le tout petit peu, c'est pas la même chose chez une jeune femme qui pèse 50 kilos et qui a un travail sédentaire et un monsieur qui est bûcheron dans le Grand Nord, qui mesure 2 mètres et qui pèse 120 kilos. Vous voyez, c'est le petit peu. Je le raconte dans le livre, je raconte des anecdotes parce que vous voyez, donc, chez la petite dame de 50 kilos, 1 verre par jour, c'est déjà quelque chose. Mais 1 verre par jour chez le bûcheron canadien, ouais, c'est rien du tout. Vous voyez, et même, je dirais, s'il passe ses journées à travailler dehors dans le froid, donc avec une activité physique intense, je dirais que 4 verres par jour, c'est pas grand-chose non plus. Vous voyez, donc il faut vraiment examiner de façon très précise le mode de vie, les activités professionnelles, c'est l'activité physique aussi de chaque individu avant de donner des règles. Vous voyez, donc la règle typique du ministère de la Santé, c'est pas plus d'1 verre par jour pour les dames, pas plus de 2 verres par jour pour les messieurs. Ça n'a pas de sens. Bon, il faut dire quelque chose. C'est typique des ministères. Vous voyez, c'est quand vous êtes face à des familles, face à des patients, évidemment, ce genre de règles est inutile. Vous voyez, c'est ça la médecine de précision, hein, c'est que chaque individu est un cas particulier et à ces questions doivent répondre des conseils particuliers pour cette personne-là. Oui, bien sûr. Personne n'a le même mode de vie, n'a le même gabarit. Je pense que c'est évident maintenant qu'on le dit. Maintenant, si chacun d'entre nous veut essayer de trouver le point, le spot parfait, comment il devrait s'y prendre? Peut-être si je pose la question à l'envers, c'est à partir de quand chacun devrait s'inquiéter, devrait se dire là, possiblement que je consomme trop, que là ça me met plus en danger que ça me protège. Est-ce qu'il y aurait des signes physiques? Est-ce qu'il y aurait un signe particulier qui montrerait que on consomme un petit peu trop pour son cas personnel?
Alors, il n'y a pas de signe biologique, hein. Certains vont vous dire il faut mesurer les gamma-GT dans la prise de sang et à ce que si vous consommez trop, etc. Mais nous, on a compris que quelquefois de très faibles consommations d'éthanol, quelle que soit la boisson alcoolisée, pouvait entraîner une augmentation des gamma-GT et inversement, des très forts consommateurs, il n'y avait pas de modification des gamma-GT. Non, pour savoir si vous êtes un consommateur rationnel, raisonnable, on va dire ça comme ça, en fonction de votre mode de vie, de votre poids, de votre corpulence, etc. C'est le mode de vie qui va et vos relations sociales qui vont vous le dire. Vous voyez, si le matin en vous levant, c'est un peu comme le fumeur, hein, si le matin en vous levant, la première chose à laquelle vous pensez, c'est votre première cigarette, ça c'est pas bon. Hein, c'est vraiment un signe d'addiction. Même chose si la première chose quand j'étais étudiant en médecine à Paris et que je finissais mes gardes et que j'allais boire un café au café du coin à 6 heures du matin, je voyais toutes sortes de gens alignés au comptoir en train déjà de prendre leur petit blanc. Vous voyez, ça se voit plus. Mais à l'époque, voilà, là vous êtes face à des gens qui visiblement, s'il commence à 6 heures du matin avec un petit blanc, vous voyez, ça va mal finir la journée. Ensuite, il y a toutes les caractéristiques du mode de vie. Comment ça se passe à midi à table, comment ça se passe dans l'après-midi, quand je sors du travail, est-ce que je vais directement au pub boire trois demi, etc., etc. Vous voyez, et puis il y a l'environnement familial, la famille, le conjoint, que ce soit le mâle pour la femelle ou la femelle pour le mâle. Dire, tu sais, tu bois beaucoup, hein, c'est trop là. Tu devrais diminuer un peu ta consommation. Quelquefois, c'est les enfants qui vont le dire. Et puis, il se passe des choses dans la vie. Vous voyez, il y a des disputes. Vous voyez, le fameux, les parents boivent et les enfants trinquent. Vous voyez, c'est toutes ces caractéristiques-là du mode de vie et des conditions d'existence vous indiquent que ça va pas, que la consommation d'alcool et de boissons alcoolisées est inadéquate. Vous voyez, vous avez alors autrefois c'était assez évident. Vous voyez, il y avait certains métiers. Je me souviens quand j'étais dans certains hôpitaux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait des mines, il y a des mines de charbon pas loin, et je voyais les patients, et ils me racontaient qu'ils descendaient au fond avec 10, 12 litres de vin à consommer par personne. Vous voyez, bah alors c'était de la vinasse, c'était du 10 degrés. Oui, mais attendez, 12 litres. Pourquoi? Parce que c'était un outil de travail. Il fait chaud au fond, donc on s'hydrate, on s'euphorise. Vous voyez, on se nourrit avec de l'alcool, donc c'est un outil de travail. C'était un outil de travail, oui, mais samedi et dimanche, quand on travaillait pas, ben on avait besoin de l'alcool parce que on était en manque, et donc on continuait à boire. Donc là, à l'évidence, on était face, mais c'était la même chose dans la métallurgie d'ailleurs. Mais là, on est face à des conditions d'existence et donc une réponse du mode de vie des personnes. À l'évidence, vous voyez, les conjoints, la famille voient tout de suite que bon, il y a un problème avec l'alcool. Ça se voit au travail, ça se voit en famille. Vous voyez, si quelqu'un se dispute systématiquement avec les voisins, crée des problèmes, bat sa femme, vous voyez là, et qu'en plus on le voit régulièrement au bar, là on se dit celui-là il a un problème avec l'alcool. Oui, mais bien sûr, mais là on est par exemple sur une situation assez extrême. Je pense que de nos jours, ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, l'alcoolisme mondain, qui est celui de consommer régulièrement, mais complètement accepté, dans un environnement où personne trouve ça anormal. Quelqu'un qui ferait 1m70, 70 kilos et qui consommerait 2-3 verres par repas tous les jours, ce qui semble pas énorme d'un point de vue entourage, environnement, pourtant peut-être qu'il dépasse largement les doses et qu'il est en train de se détruire sans le savoir. Est-ce qu'il n'existe pas quand même des signes physiques ou même, alors biologiques, non, on m'avait dit que c'est peut-être pas très fiable, mais des signes physiques hors les cas extrêmes de sortie sociale
qui pourrait nous dire là. C'est pas là on n'est pas dans une problématique extrême. Il y a personne bat sa femme. Il y a pas de je fais un décrochage par le pub pour aller boire mon truc et tout. Mais on est sur une consommation qui est quand même trop importante, acceptée mais trop importante pour la santé. Là, il y a forcément, en fonction de chaque individu, une zone sombre, une zone grise. Vous voyez, bon, vous dites 1m70, 70 kilos, 3 verres de vin par repas, c'est-à-dire 6 verres de vin par repas, par jour, ce qui fait 60, Ça paraît beaucoup. ce qui fait 60 à 70 grammes. Ça commence à être un peu beaucoup. Voilà. Mais, J'ai l'impression. On est à la limite du modéré et de l'excessif. Vous voyez, tout dépend quels sont tous les autres facteurs de mode de vie. C'est un peu trop. Voilà, c'est un peu trop. Et là, on risque d'avoir des ennuis, mais de toutes sortes, et notamment si pour le travail. Vous voyez, si vous êtes au travail, que vous buvez trois verres de vin, peut-être même un apéro, et que vous retournez au bureau après, vous ne serez pas très efficace, hein, vous aurez une tendance à l'endormissement, etc. Mais il y a des gens qui consomment très vite, très bien, et qui n'ont aucun inconvénient à boire 3 verres au repas. Et ça, c'est un peu à chaque individu de sentir lui-même quelle est sa limite. Mais si vous regardez l'épidémiologie, c'est-à-dire la relation entre la consommation d'éthanol en grammes par jour en fonction de pathologies diverses, vous voyez, si c'est pendant le repas, vous voyez, si vous êtes un marin pêcheur, vous voyez, et que vous chiquez d'une part, et que en plus, pour tenir le coup, entre 2 heures du matin et 8 heures, quand vous revenez au port, vous buvez X verres de vin, par exemple, vous voyez bien que là, vous cumulez des risques et vous risquez une intoxication oropharyngée et œsophagienne. Vous voyez, bien sûr, sans qu'il soit jamais sous, sans qu'il soit jamais dans un état qui l'empêche de travailler. Donc c'est très suggestif, ça. Subjectif, c'est difficile de dire quelle est la limite exacte. Il y a forcément une zone grise où finalement c'est pas grand-chose, mais ça peut être trop. Et quels sont les risques concrets, les dégradations qui se passent lorsqu'on dépasse fortement cette consommation d'éthanol quotidien au chronique? Sur le cœur, sur les artères, c'est quoi? C'est l'AVC, c'est l'infarctus qui peut se mettre en place au fur et à mesure des années? Non, ça en tout cas pas l'infarctus. Alors, comme je vous ai donné l'exemple du mineur qui descend avec ses 12 litres ou du marin pêcheur, etc. Oui, ça évidemment, ce sont des doses telles que vous pouvez avoir des complications. Les cancers des voies aérodigestives, par exemple, 12 litres par jour, plus les doses importantes samedi et le dimanche. Vous voyez, là, vous pouvez vraiment développer un certain nombre de pathologies, pas tant que ça, mais quand même. Vous voyez, je vous ai parlé des problèmes cérébraux, Wernicke, Gaillet-Wernicke, Korsakoff, cirrhose hépatique. Oui, mais ce genre de circonstances sont de plus en plus rares dans nos sociétés. Et j'en ferai pas un point fondamental. La consommation, on va dire, chronique du bureaucrate qui veut se donner de la force pour supporter tous les inconvénients de la vie d'un bureaucrate. J'en ferai pas non plus un point vraiment important. Alors, de ce que je comprends, l'éthanol en excès va provoquer des troubles sur le système nerveux, sur le système métabolique, sur le foie, mais finalement très peu sur le système cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire, ce n'est pas l'alcool qui est son ennemi ou son danger numéro 1. Alors, ça dépend des maladies cardiovasculaires. Alors, pour l'infarctus, c'est une thrombose, c'est un caillot, donc non. Pour les accidents vasculaires cérébraux,
Il y a deux types Hémorragie. d'accidents vasculaires cérébraux, ceux qui sont dus à des embolies cérébrales, c'est les plus fréquents. Là non plus, l'alcool est plutôt protecteur. Et puis vous avez ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Et là, Rupture d'un- là, vous, une rupture d'anévrisme. comme je vous ai expliqué que l'éthanol avait un effet semblable à celui de l'aspirine augmente le risque d'accident vasculaire hémorragique. Oui. Et donc, comme l'éthanol est antiplaquettaire, eh bien, vous avez. Mais il faut vraiment, pour favoriser un AVC hémorragique, il faut vraiment boire beaucoup. Mais c'est un fait. Hein, vous pouvez pas avoir un effet protecteur d'un côté et ne pas avoir. C'est comme un médicament et comment dire, l'effet indésirable associé. Ça va avec. Le risque hémorragique, il arrive sur un terrain où il y a un anévrisme. Est-ce que c'est bien ça? Sur un vaisseau, il y aurait un anévrisme qui, à un moment donné, éclaterait et ferait Vous, un AVC. vous parlez de l'AVC hémorragique? Ouais. Oui, alors il y a plusieurs mécanismes par lesquels on peut avoir un saignement dans le cerveau. Il peut y avoir des anévrismes, bien sûr, mais il y a d'autres mécanismes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la pathologie, mais vous voyez, c'est évident que si vous avez un traumatisme crânien et peu importe une poussée hypertensive et que vous avez un petit anévrisme et que ça se met à saigner, si vous êtes sous aspirine, vous voyez, au lieu que immédiatement vous combliez la brèche avec un caillot, un petit thrombus, l'aspirine va l'empêcher. Mais c'est la même chose avec l'éthanol. Hein. C'est un bon antiplaquettaire. Hein. Donc oui, dans certaines circonstances, au même titre que l'aspirine. Voilà. Mais les AVC hémorragiques sont quand même beaucoup plus rares que les AVC dits ischémiques, hein, dus à des caillots ou à des thromboses. Et d'ailleurs, si on fait une hémorragie externe, je sais pas, par un accident, faut éviter de boire de l'alcool, un peu comme on peut voir dans les films pour se désinhiber, parce que justement, ça va accélérer le flot sanguin. Je comprends pas très bien votre question. Vous voulez dire avant l'accident ou après? Non, non, non. Après l'accident, je sais pas, on a pu voir dans des films, par exemple, quelqu'un qui aurait un accident, qui ferait une hémorragie externe, qui mettrait un garrot et le copain à côté qui lui donne de l'alcool pour un petit peu s'anesthésier, quoi. Oh, pour être anesthésié avec de l'éthanol, il faut des fortes doses. Et la personne qui va donner des fortes doses d'éthanol à un accidenté à qui on met un garrot, là, c'est pas une bonne idée du tout, ça. Non, il faut pas faire ce genre de choses, bien sûr. Juste pour clôturer sur les AVC, je pense que ça peut intéresser énormément de monde. Est-ce que il y a des signes avant-coureurs d'une rupture d'un AVC, pas forcément d'une rupture d'anévrisme, mais d'un AVC avant qu'il se produise? Est-ce qu'il y a des signes, des éléments qu'on devrait tous connaître pour justement être capable de le prendre suffisamment tôt? Bon, oui, il y a des signes prémonitoires d'accident vasculaire cérébral. Mais c'est assez différent quand il s'agit d'un AVC hémorragique et d'un AVC qu'on dit ischémique, c'est-à-dire dû à une thrombose ou une embolie cérébrale. Mais il y a toutes sortes. Mais désormais, dans la population générale, les gens savent ça. Hein. Si vous avez, je sais pas, hein, tout à coup là, une main qui vous démange et une petite faiblesse dans la main, ou là, ça c'est pas bon ça. Si vous avez un petit trouble visuel brusque, vous voyez, ça c'est pas bon, ça fait vasculaire, vous voyez. Donc ce genre de choses doit immédiatement attirer l'attention et se dire oulala, là il y a quelque chose qui se passe, il faut aller aux urgences. Hein. Il ne faut pas rester avec une sensation de paralysie dans un membre, ça peut être la main, ça peut être un pied, ça peut être une jambe, ou bien un trouble visuel ou une petite déformation de la face. Et ça c'est pas bon. Si l'on décide de consommer de manière modérée de l'alcool, quelles seraient les consignes que vous pourriez recommander en termes de choix, en termes de vin, en termes d'origine, de sulfite, des choses comme ça? Est-ce que il y a des études qui ont montré des bénéfices, certains cépages par rapport à d'autres? Alors, certains le prétendent. Je pense que là, on est dans des études un petit peu faibles. Hein, parce que c'est la combinaison d'éthanol et de polyphénol pour le vin hein, qui importe. Je ne trouve pas qu'il y ait. Je suis un scientifique
exigeant et même un peu psychorigide. Vous voyez, j'exige des choses très solides avant de m'exprimer. Alors, je vous le dirai très sincèrement, certains ont dit que certains vins étaient meilleurs que d'autres pour la protection cardiovasculaire, notamment à Bordeaux. On dira, certains cardiologues bordelais prescrivent. Bon, moi, jamais je ferai ça. Vous voyez, il y a suffisamment de tendances comment dire, de pousser vers la consommation d'alcool dans nos sociétés pour que le médecin n'aille pas l'encourager. Le tolérer, oui. Expliquer, oui. Dire la vérité, oui. Encourager, recommander, non. Hein, si vous aimez pas l'alcool, que vous avez fait un infarctus, je vais pas vous dire buvez. Ça, on fait pas ce genre de choses. Vous voyez. Alors, est-ce qu'il y a des vins meilleurs que d'autres? Franchement, je crois pas, parce que ça dépend de tellement de facteurs. Hein, vous voyez, il y a les polyphénols, bien sûr, hein, dans un vin blanc. Il y a des polyphénols dans le vin blanc, euh, moins que dans les vins rouges. C'est pas les mêmes polyphénols. Il semblerait que le rouge soit un peu plus protecteur que le blanc, mais franchement, moi je trouve pas. Ça dépend aussi de la quantité d'éthanol dans chaque vin. Vous voyez, autrefois on était content avec du 10-11 degrés. Aujourd'hui, on met sur le marché des vins à 13-14. Vous voyez, c'est degrés d'alcool, c'est différent. Donc non, je ne donnerai pas de recommandations précises concernant le type de vin. Est-ce que tout ça, finalement, ne risquerait pas... Excusez-moi, par contre, en dehors du vin, la comparaison avec les bières ou les spiritueux, ça c'est évident. Hein, je dis pas qu'il faut pas boire de bière, ni de boire de spiritueux, mais les meilleures études que nous ayons concernant les effets bénéfiques et non toxiques de l'éthanol, c'est avec les vins. Ça, c'est indiscutable. Mais à nouveau, on se trouve dans la question du qui est le buveur et comment il boit. Vous voyez, le vin, c'est souvent des gens qui ont une culture particulière. Ce sont souvent des gastronomes. Vous voyez, le français moyen, et c'est ça le French paradoxe, hein, le français moyen, si vous lui servez un beau plat de poisson ou de viande, ou un plateau de fromage attractif, il va vouloir son verre de vin avec, vous voyez. Tandis que un Américain, à quantité d'éthanol équivalente, lui, il va plutôt rentrer chez lui après une journée épouvantable et se servir un premier drink, comme ils disent, ou un deuxième drink à jeun en regardant la télé. Et c'est pas du tout le même mode de vie. C'est pas du. Alors, je vous donnais l'exemple du buveur de vodka à Sibérie que vous comparez avec un napolitain et ses pastes, vous voyez, et son parmesan, c'est deux choses totalement différentes pour des quantités d'éthanol semblables. Est-ce que vous-même, avec toutes ces recherches, et notamment ce livre que vous avez écrit, est-ce que vous avez changé, vous avez modifié des habitudes de consommation que vous aviez auparavant? Non. Moi, j'ai toujours été un consommateur modéré et plutôt gastronome. Voilà. Donc, mais vous voyez mon âge. Donc, je n'ai plus les mêmes responsabilités professionnelles. J'ai un mode je travaille beaucoup trop d'ailleurs pour mon âge, mais je suis tranquille. J'ai pas un patron, j'ai pas une unité de recherche à diriger, j'ai pas une unité de soins à diriger, à entretenir. Je suis quand même plus tranquille. Mais non, je n'ai pas. Alors, je vais vous dire quand même que si j'ai écrit ce livre sur le vin et les boissons alcoolisées, c'est à l'invitation de mon éditeur. Et pourquoi? Parce que il y a en ce moment une espèce d'euphorie anti-alcoolique. Je pense que c'est venu après la Covid-19, où toutes sortes de ministres, d'experts ou de supposés experts attaquent les boissons alcoolisées, attaquent le vin de façon totalement irrationnelle. Vous voyez, moi j'ai les addictologues, vous voyez, parce que il se pourrait que pendant la Covid, les confinements et tout ça, et l'anxiété générée par la situation, certains aient bu un peu plus que d'habitude.
Et peut-être que les addictologues ont vu des récidivistes qu'ils avaient réussi à guérir, je sais pas. Mais il y a en ce moment une ambiance extrêmement hostile à la consommation d'alcool. C'est absurde parce que si quelqu'un boit du vin de manière intelligente, les discours ministériels ne l'atteindront pas. Dire qu'on peut faire un cancer au premier gramme d'alcool consommé, oui, il suffit de voir la vie des gens. Les gens sont pas idiots. Tout le monde voit que c'est absurde, c'est pas plausible. Vous voyez. Bon, alors parce qu'il y a cette ambiance dans les médias, les ministres, les experts, etc. Et aussi la contestation du French paradox, le paradoxe français, des gens qui ont écrit des articles de 10 pages pour dire que ça n'existait pas, que c'était pas vrai, etc. Donc mon éditeur m'a dit c'est bizarre cette ambiance, est-ce que tu penses qu'on pourrait rétablir un peu les réalités? Oui, bien sûr, voilà, c'est un gros travail, hein, mais bien sûr, parce que je pense que, et puis on va peut-être s'arrêter là, mais je pense que dans nos sociétés aujourd'hui, il y a une ambiance de désinformation quasi systématique qui vient à la fois des autorités, hein, les politiques, ils racontent n'importe quoi. Pendant la Covid, on a vu ça, c'était quand même effrayant. Hein. Un jour, le masque ne sert à rien. Une semaine plus tard, tout le monde est masqué. Vous voyez, c'est un jeudi, la Covid, c'est pas grave, et vous allez voter aux élections municipales, et le jeudi suivant, on décide d'un confinement. Vous voyez, c'est cette désinformation organisée, mais ça vient aussi des autorités sanitaires, des ministères, etc. Et en compensation, sur les réseaux sociaux, vous avez toutes sortes de gens qui se proclament experts et scientifiques, et qui viennent raconter toutes sortes de bêtises. Vous voyez, donc c'est une ambiance extrêmement pénible, et c'est pour cette raison que je me suis dit oui, ben c'est le moment de rétablir un peu les vérités, dire les réalités telles qu'un scientifique peut les concevoir. Parce que, vous voyez mon âge, je pense que dire la vérité, c'est assurer la liberté. Si vous racontez n'importe quoi, alors vous soumettez les gens à n'importe quelle influence, et c'est la perte de liberté. Donc, vérité et liberté, ça va ensemble. Et désinformer, comme on le fait ces jours-ci, c'est pas bon du tout. Là. Pour nos démocraties, c'est très mauvais. Bon, ben la vérité sur le vin, poison ou élixir de longue vie, votre dernier livre que vous sortez dans lequel vous expliquez tout, les recherches, le passé, le présent, les effets de l'alcool, tout est expliqué. Peut-être une dernière question. J'aime bien me projeter sur le futur. Selon vous, est-ce que alors j'ai peut-être deux, mais qui sont liés. La première, quel est le degré, où va le degré de consommation des Français en termes d'alcool dans les prochaines années? Est-ce que vous pensez qu'il y aura de plus en plus de consommation d'alcool, de moins en moins de consommation d'alcool? Je ne sais pas si le livre aura une influence là-dessus ou pas, mais juste sur votre projection. Alors, moi, ma projection, elle n'a pas d'importance. Ce qui compte, ce sont les données, c'est-à-dire les réalités. Qui sont mesurées chaque année. Donc, depuis 50 ans, il y a une diminution progressive de la consommation d'alcool, de la consommation de vin en France. Voilà. Et je pense que ça va continuer comme ça parce que les nouvelles générations ont changé leur consommation, leur façon de consommer l'alcool. Euh, voilà, je citais le mineur des années 70 qui descendait au fond avec 12 litres. Vous voyez, il y a plus de mineurs. Vous voyez, ça résout le problème. Mais par contre, les nouvelles générations ont tendance à consommer l'alcool de manière très nocive. Vous voyez, moins souvent que leurs parents et grands-parents. Parents et grands-parents, c'était en mangeant et tous les jours. Alors si vous faites la somme de l'alcool consommé sur la semaine, ça commence à faire beaucoup. Leurs enfants et petits-enfants, eux, c'est pas comme ça. Ils vont se saouler la gueule avec les copains, avec des verres de bière, en regardant un match de foot ou en allant au stade et on ressort comme des ivrognes, mais ils le font une fois par semaine. Vous voyez, donc en une fois, autant, peut-être moins que leurs grands-parents.
Mais ça, c'est une façon de consommer l'alcool qui est extrêmement toxique. Hein, et c'est très spécifique d'ailleurs aux anglo-saxons. On va voir les matchs de hockey au Canada, on va voir les matchs de baseball, etc. Et on emporte des quantités incroyables de bière. Et puis tout le reste de la semaine, on est au travail et on boit pas. Oui, mais ça a été décrit par les épidémiologistes anglais, c'est que les lendemains de cuite sont dangereuses pour le cœur. On a appelé ça the holiday heart. Vous voyez, le cœur, comment dire, le symptôme cardiaque des vacances, mais c'est pas ça que ça veut dire holiday heart. C'est-à-dire le lendemain de la cuite, hein, c'est-à-dire le lundi, on fait la crise cardiaque. C'est très bien décrit, dû à un sevrage brutal. Et on est sous le samedi, le dimanche on est en sevrage et le lundi on fait un problème cardiaque. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle aussi le binge drinking. C'est typiquement anglo-saxon et malheureusement il y en a aussi en France, hein, notamment chez les jeunes. Hein, il y a les fêtes dans les internats de médecine, les fêtes dans les écoles de commerce à la fin des examens, c'est des choses, voilà. Bon, alors si c'est chez les très jeunes et une fois par an, d'accord, oui, mais c'est une tendance très négative. Je le raconte dans mon livre que moi, ma première expérience avec l'alcool, ça a été un phénomène d'ébriété et j'ai été guéri pour la vie. Eh ben je savais pas, je pensais pas, enfin ça je le savais puisque je l'ai lu, mais je pensais pas que la consommation aiguë, forte aiguë, était plus problématique que la petite consommation chronique, et je savais encore moins qu'il y avait un effet qui se coule le lendemain de sevrage qui pouvait provoquer des problèmes cardiaques. Oui, mais c'est très bien décrit. J'ai des collègues qui l'ont même reproduit chez le rat. C'est-à-dire, vous donnez une forte dose d'éthanol à un rat, vous constatez que ses plaquettes sont diminuées, c'est-à-dire elles s'agrègent moins de risque de thrombose. Vous arrêtez brusquement de donner de l'éthanol à ce rat, et il y a un effet rebond. Hein, c'est-à-dire que les plaquettes deviennent hyperactive et donc avec un risque de thrombose augmenté. Oui, c'est très bien décrit. Très intéressant. Toute dernière chose très rapide. Avez-vous des parts dans un vignoble? Avez-vous un conflit d'intérêt avec le vin ou pas? Non, moi j'ai aucun conflit d'intérêt, mais comme tous les comment dire, comme tous les Français, il y a des gens dans ma famille qui font du vin, qui sont négociants, etc. Donc je sais, on me l'a dit, que il y a des Delorgeril qui produisent du vin dans la région de Carcassonne. Je les connais pas et ils m'ont jamais envoyé une bouteille. Peut-être que cette fois-ci, avec ce livre, ils vont m'envoyer une bouteille, mais je les connais pas. Donc je n'ai aucun conflit d'intérêt. Toute ma vie professionnelle, je n'ai jamais eu de conflit d'intérêt. Docteur Michel Delorgeril, merci. Votre livre sera disponible. Le lien sera dans la description pour ceux qui veulent aller le commander, se le procurer. Merci à tous. À la semaine prochaine pour un prochain épisode. Portez-vous bien. Faites pas trop les cons. Vous pourriez boire, pas trop, avec modération, et surtout avoir un mode de vie exemplaire. En mangeant. Jamais boire sans manger en même temps. Merci à tous. À la semaine prochaine. Bye.